Que d'habitude. Bonjour à tous. Donc, la Ferdi est ravie d'animer ce 8e webinaire organisé dans le cadre de la plateforme française interministérielle sur la mobilisation des ressources intérieures publiques. Donc, webinaire intitulé Décentralisation et fiscalité locale. Un sujet qui n'en finit pas de passionner les chercheurs, les praticiens. Donc, après une brève introduction de la revue de la littérature sur le thème, nous aurons la chance aujourd'hui d'entendre 3 experts sur le sujet. J'en profite d'ailleurs pour les remercier vivement d'avoir accepté nos invitations. Donc, nous entendrons tout d'abord Rose Camille Vincent, qui est une brillante chercheuse postdoctorante à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Elle nous présentera donc un travail en cours, encore préliminaire, sur la conformité fiscale des entreprises dans une structure pluriniveau, donc avec peu de coordination verticale et des entreprises qui sont redevables à la fois envers les administrations locales et les administrations centrales, en s'appuyant sur le cas de Kampala en Ouganda. Nous aurons ensuite la chance d'entendre Wilson Pritchard, qui est professeur à l'Université de Toronto et directeur exécutif de l'ICTD, donc, le Centre international pour la fiscalité et le développement. Je le remercie aussi par avance de faire l'effort de parler français, alors que ce n'est pas sa langue natale. Et voilà. Et ensuite, nous entendrons Mathilde Kernéis-Cardinet, qui est chercheur associé à l'Université de Rouen, inspecteur des finances publiques, et qui nous fera profiter de son retour d'expérience, de son détachement auprès d'Expertise France à Haïti, en tant qu'expert technique international. Donc, son intervention sera à la fois dans la continuité de Wilson Pritchard sur la question de l'impôt foncier. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais précisé pour Wilson Pritchard. Et notamment, une question qui nous intéressera, je pense, beaucoup, à savoir comment l'expertise technique internationale peut finalement appuyer ce processus de décentralisation qui est parfois encore assez embryonnaire. Donc, chaque présentation durera environ 10-15 minutes et vous aurez ensuite un temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur le chat. On ne pourra sans doute pas répondre à toutes les questions, mais on essaiera de les transmettre dans la mesure du possible à nos 3 panélistes. Donc, je vais essayer de faire une brève introduction du sujet sans entrer trop dans les détails. Donc, comme vous le savez sans doute, la décentralisation est une réforme majeure du secteur public dans un grand nombre de pays en développement depuis le début des années 90 et elle a été présentée comme un vecteur de démocratisation et un remède à bon nombre de maux. Le rapprochement entre les décideurs politiques et les citoyens est censé engendrer un cercle vertueux entre la redevabilité des élus locaux, le civisme fiscal et donc favoriser ainsi la mobilisation des ressources. Alors, d'un point de vue théorique, il y a plusieurs mécanismes qui nous laissent penser que la décentralisation pourrait avoir des effets bénéfiques. Le premier argument économique fort, c'est l'idée que la décentralisation va réduire les asymétries informationnelles entre les gouvernements locaux, les décideurs publics et les citoyens. Et donc, d'un côté, les gouvernements locaux vont avoir une meilleure connaissance des besoins et préférences des citoyens et en même temps, ces gouvernements locaux vont être plus redevables parce que plus facilement contrôlés par les citoyens électeurs. Il y a un deuxième argument très connu qui est l'argument du vote avec les pieds, donc l'idée que les préférences des citoyens peuvent finalement être révélées de par leur mobilité, et même d'ailleurs cette mobilité donc qui améliore l'adéquation entre les besoins et la fourniture de biens et services publics. Cette mobilité peut aussi engendrer une concurrence fiscale entre les gouvernements locaux et les inciter à être le plus efficace possible pour attirer le maximum de bases taxables. Alors, c'est un argument qui est un peu controversé, puisqu'on remet parfois en cause la mobilité des populations, notamment dans les pays en développement, mais quand bien même, d'autres modèles théoriques peuvent expliquer l'émergence d'une concurrence fiscale interjuridictionnelle, simplement parce qu'il y a cette idée qu'en décentralisant, on réduit les asymétries informationnelles,
parce que les citoyens vont être à même de comparer les performances de leur gouvernement local avec les gouvernements locaux voisins et donc les mettre en concurrence les uns avec les autres. Et donc, cette concurrence peut, par exemple, réduire les incitations à la corruption, etc. Donc, il y a des arguments théoriques qui sont forts. Donc, une littérature théorique qui est assez en faveur de la décentralisation. Néanmoins, les études empiriques, notamment dans les pays en développement, restent quand même limitées. Globalement, les avantages informationnels des gouvernements locaux par rapport aux autorités centrales, notamment pour cibler les bénéficiaires de programmes sociaux, sont assez largement reconnus. Il y a pas mal d'études qui l'ont montré de manière assez rigoureuse. Au contraire, l'existence d'une concurrence fiscale a fait l'objet de peu d'études. On a certaines études qui ont été menées en Indonésie, sur la Chine également. Alors, une concurrence fiscale un peu particulière puisqu'elle est from the top, du haut, puisque les gouverneurs sont nommés par le gouvernement central. Et il y a aussi une étude qui a été réalisée sur le Bénin. Mais voilà, les preuves sont relativement limitées. On a ensuite un certain nombre d'études qui ont tenté de voir dans quelle mesure la décentralisation favorisait, améliorait l'accès des ménages aux services publics de base ou allait permettre de réduire la pauvreté. Donc, on a quelques preuves empiriques de cela, mais ces études tendent aussi à montrer qu'un des inconvénients majeurs de la décentralisation, c'est qu'elle a tendance à accroître les inégalités. J'ai eu la chance récemment de coécrire un papier avec Rose Camille Vincent et Olivier Barguin sur le Burkina Faso avec une analyse d'impact un peu plus rigoureuse pour tester l'impact de la décentralisation qui pourrait avoir des effets positifs. En ce qui concerne la fiscalité locale, en 2001, le MEAE qualifiait la fiscalité locale de très embryonnaire et on peut dire qu'aujourd'hui, ce constat de l'insuffisance des ressources fiscales locales demeure. À l'exception de l'Afrique du Sud, les ressources locales sont très faibles. Elles n'atteignent généralement pas les 3,5% du PIB dans la plupart des pays d'Afrique. Ça peut être 0,6% au Malawi, 0,79% en Côte d'Ivoire. Donc, il y a vraiment des montants très faibles. On considère généralement qu'il existe une marge de main-d'œuvre, notamment via le développement de la fiscalité foncière, dont on va avoir l'occasion de parler. Mais sans doute, ceci ne se fera pas sans une volonté politique relativement volontariste. La fiscalité locale, généralement, doit être questionnée et modernisée, puisqu'on constate dans un certain nombre de pays francophones qu'elle reste parfois inchangée depuis l'indépendance. On a notamment la persistance de taxes nuisibles telles que des taxes par tête, qui ont par ailleurs été supprimées dans les pays d'Afrique de l'Est. On constate aussi parfois une multiplication de petites taxes et impôts locaux qui se heurtent naturellement à des capacités institutionnelles insuffisantes de la part des collectivités locales et donc qui se traduisent par des coûts de collecte qui parfois dépassent même le montant de la collecte elle-même. Les principales sources de recettes fiscales engendre des distorsions également. C'est le cas notamment des patentes et des licences qui représentent une part importante des ressources fiscales locales, mais qui peuvent avoir des coûts de conformité importants et offrir du coup des opportunités de corruption. Les redevances qui sont également une source importante de recettes fiscales sont également source des critiques parce qu'elles sont en partie inéquitables. Elles reposent assez largement sur les contribuables les plus modestes. Donc finalement se pose la question de faut-il voir croître les ressources locales propres dans les pays en développement pour avancer dans le processus de décentralisation? C'est une question qui se pose. On a cette faiblesse persistante des ressources locales propres. En général, les gouvernements locaux ont assez peu d'impact ou de marge de manœuvre sur la détermination des taux et des assiettes des impôts locaux. Certains considèrent qu'il est préférable, au contraire, de renforcer les transferts et la fiscalité partagée, sachant que les modalités de transfert posent également des questions et qu'elles ne visent pas malheureusement toujours à réduire effectivement les inégalités. Voilà, j'ai été un petit peu longue, un peu trop longue. Je n'ai pas montré le bon exemple, donc je pense que
Je vais arrêter là et je vais passer, si vous voulez bien, la parole à notre première panéliste qui est Rose Camille Vincent, que j'invite à prendre la parole. Je pense, Rose, que vous avez un PowerPoint à partager. Merci beaucoup. Donc, Rose, on vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. D'accord, merci Émilie. Bonsoir ou bonjour à tout le monde. Je m'appelle Rose Camille Vincent, je suis chercheuse postdoctorale à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Donc, je suis ravie de présenter les résultats préliminaires de ce projet qui vise à comprendre l'administration fiscale pluriniveau dans un contexte particulier. Donc, c'est intitulé Administration fiscale pluriniveau, évasion fiscale des entreprises, cas de la ville de Kampala. C'est un projet en collaboration avec Stéphane Dietrich qui est à Maastricht University et puis Karl Magnap qui est à ODI. Alors, les objectifs, stratégies et résultats. En résumé, ce projet vise à comprendre la conformité fiscale des entreprises dans une structure pluriniveau et avec peu de coordination fiscale entre les niveaux ou entre les administrations fiscales. Nous nous focalisons sur le cas de la ville de Kampala en Ouganda et c'est un projet qui est réalisé en coordination avec l'administration centrale qui est Uganda Revenue Authority et l'administration locale de la ville de Kampala qui est bien la mairie de Kampala, qui sont deux autorités fiscales quasi indépendantes et qui opèrent vraiment de façon très indépendante, que ce soit dans la collecte des revenus ou dans d'autres aspects de conformité fiscale. Alors, au niveau de la mairie de Kampala qui est CCA, les entreprises doivent payer la patente, qui est une obligation annuelle pour toute entreprise opérant à Kampala. Et au niveau de l'administration centrale URA, les entreprises, il y a également l'impôt sur les sociétés, qui est une obligation de déclaration annuelle pour les entreprises qui opèrent à Kampala. Donc, dans le cadre de ce projet, ce qui est une première pour ce contexte-là, on a commencé par la fusion des registres fiscaux pour les années de 2015 jusqu'à 2021. Comme je le dis, c'est une toute première parce que les administrations fiscales ont des registres séparés, fonctionnent séparément. Donc, il a fallu ce consortium de chercheurs pour vraiment commencer à travailler sur la fusion des registres fiscaux. Donc, après cette fusion, on a commencé avec l'analyse de la qualité du registre fusionné. Comme je vais probablement discuter tout à l'heure, il y a quand même pas mal de problèmes avec la fusion des deux registres. Et on a commencé également à procéder à l'analyse de la conformité fiscale des sociétés avec les deux administrations, donc en regardant où est-ce qu'ils ont payé en fonction de quelle année sur la période de 2015 à 2021. En matière de résultats, on a un très, très faible pourcentage des entreprises, entre 8 et 16% seulement, qui se conforment annuellement face à leurs obligations dans les deux registres. Ça veut dire qu'on observe qu'il y a des entreprises de façon discrétionnaire qui décident de payer ça et là, et en fonction des années, d'une année à une autre, entre 2015 et 2021. Alors, la motivation pour ce projet. La non-conformité fiscale demeure un défi majeur pour les pays en développement, y incluant pour l'Ouganda. Au cours des dernières années, il y a eu une littérature croissante sur la fiscalité et le développement qui se base sur des données d'enquête, par exemple sur des individus et des entreprises, sur des expérimentations qui visent à trouver des mécanismes pour stimuler la conformité fiscale ou entre autres sur l'utilisation croissante de données administratives pour illustrer ou comprendre les schémas de conformité comme nous sommes en train de le faire dans le cadre de ce projet. Cependant, des défis et des lacunes demeurent. Jusqu'à date, près de 98% des publications sur la fiscalité concernent les pays industrialisés. Ce pourcentage est encore plus élevé sur les sujets relatifs à la fiscalité locale et c'est en partie dû soit à l'accès restreint à des bases de données ou du moins à la mauvaise qualité des bases de données sur les finances publiques locales, mais également au manque d'engagement des partenaires et des autorités concernées, non seulement sur ces questions, mais aussi sur la mise à disposition des chercheurs de bases de données sur la fiscalité locale. Sur la question de fiscalité à pluriniveau, nous avons également un nombre très limité de projets de recherche sur la fiscalité pluriniveau. Alors, c'est un problème qui est assez complexe dans les pays en développement
pas forcément dans les pays industrialisés, parce que nous avons tous un numéro d'identification fiscale qui nous suit un petit peu partout. Donc, pouvoir se conformer aux paiements qui doivent être versés, c'est assez facile pour les gouvernements ou les autorités fiscales de faire le monitoring des agents économiques dans leurs paiements. Et aussi, à part le fait qu'il y a un nombre très limité de projets de recherche, il y a aussi un manque de cadre théorique formel sur le comportement des agents économiques dans ces contextes-là. Dans la pratique, comme à Kampala ou dans beaucoup de pays en développement, les contribuables ont souvent des obligations fiscales envers différents tiers de gouvernement ou administrations fiscales. Les contribuables doivent souvent compléter leur déclaration à plusieurs bureaux ou à plusieurs adresses. Il y a une absence de coordination entre les autorités et les collectes de revenus. Et aussi, très souvent, il y a des méthodes d'identification propres à chaque autorité ou des systèmes d'information parallèles. Par exemple, dans le cas de la ville de Kampala, au niveau de l'administration fiscale centrale, ils utilisent ce qu'ils appellent le TIN, qui est le Tax Identification Number, tandis qu'au niveau de la ville de Kampala, ils utilisent un autre système d'identification des entreprises. Donc, ce qui fait que le suivi de ces entreprises dans leur conformité fiscale, c'est un défi majeur. Donc là, en résumé, la fiscalité pluriniveau, c'est un système très complexe dans les pays en développement qui est très peu étudié et donc avec très peu d'évidence empirique jusqu'à date. Alors, les étapes de ce projet, on a commencé par avoir des accords avec les autorités fiscales, donc la mairie de Kampala et l'administration fiscale. On a signé des protocoles d'accord pour pouvoir avoir accès aux registres fiscaux. On a procédé à la fusion de ces registres, d'abord l'anonymisation des données et ensuite la fusion à partir d'un code unique qui est disponible dans les deux registres. Et maintenant, nous sommes en train d'analyser la conformité fiscale, donc dans les deux registres de façon conjointe, mais aussi la conformité fiscale de part et d'autre dans les deux registres séparés. Et une prochaine étape sera vraiment de chercher à comprendre la fiscalité pluriniveau dans la ville de Kampala à travers des enquêtes, mais aussi à travers des analyses de comportement, des attitudes des entreprises vis-à-vis des deux administrations fiscales. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi Kampala? Alors, la première raison, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que KCCA et URA, donc la mairie de Kampala et l'administration fiscale centrale, les deux administrations opèrent de façon quasi indépendante, avec des registres séparés, des registres parallèles, des systèmes d'identification qui ne soient pas uniformes entre les deux. Mais au-delà de cela, plus de 53% des déclarations fiscales auprès des entreprises sont réalisées dans la ville de Kampala par rapport au reste du pays de l'Ouganda, si je peux le dire ainsi. Donc, ça veut dire que Kampala en soi est vraiment une agglomération économique à la fois en Ouganda, mais aussi dans le cas de l'Afrique de l'Est plus généralement. 75,5% des revenus sur l'impôt des sociétés sont collectés dans la ville de Kampala. Donc, c'est vraiment trois quarts des revenus sur l'impôt sur les sociétés collectés uniquement dans la capitale. Et également, il y a une croissance systématique du nombre de patentes, c'est-à-dire de l'impôt, on va dire, de la patente qui est payée à la mairie de Kampala entre 2015 et 2022, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en bas et à gauche. Donc, nous avions procédé à une fusion. Nous appelons cela une fusion minimale. La fusion minimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la patente, une entreprise qui est on va dire, qui paie l'impôt sur les sociétés au niveau de Uganda Revenue Authority, au niveau de l'administration fiscale centrale, cette entreprise peut avoir plusieurs patentes. Alors, on a commencé par regarder pour une entreprise qui paie l'impôt sur les sociétés, est-ce que cette entreprise paie pour au moins une patente, parce que l'entreprise qui paie l'impôt sur les sociétés peut avoir plusieurs branches ou plusieurs patentes pour lesquelles cette entreprise doit également payer au niveau de l'administration fiscale locale. Donc, la fusion minimale, c'est de regarder pour les entreprises qui paient au niveau de l'administration fiscale centrale, est-ce que cette entreprise paie au moins pour une patente au niveau de l'administration fiscale locale? Et on a trouvé qu'entre 2015 et 2021, moins de 15% des entreprises qui sont, ou du moins des entreprises qui déclarent
l'impôt sur les sociétés au niveau de l'administration fiscale centrale paie également pour au moins une patente au niveau de l'administration fiscale locale. Donc, c'est un pourcentage qui est très faible compte tenu que ces entreprises qui paient l'impôt sur les sociétés sont censées être très structurées et un comptable ou un département de comptabilité capable aussi d'être conforme dans les deux registres. Alors, quand nous regardons, par exemple, le nombre d'années, parce que nous considérons cette année, entre 2015 et 2022, quand nous regardons, par exemple, le nombre de fois qu'une entreprise a eu à payer, soit au niveau de URA ou bien au niveau de la mairie de Kampala, on se rend compte que seulement 15%, 15,7% des entreprises qui sont au niveau du registre central actuellement se retrouvent également à payer pour au moins une patente au niveau du registre local. Quand nous regardons par exemple les entreprises qui sont dans la base fusionnée, c'est-à-dire que les entreprises qui se retrouvent au moins pour une année donnée entre 2015 et 2022 dans la base fusionnée, on retrouve que par exemple pour les entreprises qui ont eu à payer l'impôt sur les entreprises au niveau de l'administration centrale, seulement 58,7% de ces entreprises ont eu à payer pour au moins une patente sur les 7 années. Donc, ça veut dire que légalement, ils doivent payer, ou bien les entreprises doivent payer des deux côtés. On se retrouve seulement avec 58,7% de ces entreprises à renouveler une patente au moins pour une entreprise, au moins pour une succursale de leur entreprise pour les 7 années de la base. Quand nous regardons, par exemple, les caractéristiques des entreprises donc, qui ont eu à payer pour la fiscalité locale entre une année et 7 années, on se rend compte effectivement que ces entreprises-là ne sont pas si différentes, je veux dire, de celles-là qui ont eu à payer pendant les 7 ans. Par exemple, les entreprises qui ont eu uniquement à payer la fiscalité locale pour une année, en termes de chiffre d'affaires, ça fait quand même en moyenne près de 19 milliards de shillings ougandais. Donc, ça veut dire que la première vue qu'on a de ces données, c'est que c'est des entreprises, c'est de grosses entreprises qui sont en mesure de payer également les patentes pour la fiscalité locale, mais qui ne la paient pas. Et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment d'explication pour comprendre pourquoi ces entreprises se conforment à la fiscalité centrale et laissent de côté la fiscalité locale. Maintenant, quand nous procédons à une fusion qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire que nous essayons de merger les entreprises patentées à leur siège social, si je peux le dire ainsi, on se rend compte qu'entre seulement 8,3% et 16,1% des entreprises patentées sont à la fois dans la base de la fiscalité locale et dans la base de la fiscalité centrale, donc dont les sièges sociaux de ces entreprises-là paient également l'impôt sur les entreprises au niveau de URA et dont on va dire les entreprises filles ou les entreprises qui sont affiliées à ces entreprises mères paient également au niveau de la mairie de Kampala. Et en fait, quand on regarde sur la période entre 2015 et 2021, on se dit qu'il y a quand même eu des petites progressions ou des améliorations en matière de conformité dans les deux cas, mais ça reste quand même en deçà de 60%. En deçà de 60%, ça veut dire qu'il y a de grosses entreprises qui opèrent dans Kampala et qui sont conformes avec la fiscalité centrale au niveau de l'administration fiscale centrale et qui, en retour, ne paient pas forcément de façon régulière la fiscalité locale, donc qui ne renouent pas ou bien qui ne paient pas les patentes pour leurs entreprises correspondantes. Ensuite, on a essayé de comprendre un petit peu c'est quoi le lien entre la conformité fiscale locale et les services publics, dans un souci de mieux comprendre le contrat social entre l'État, ou du moins entre la mairie de Kampala et les entreprises qui opèrent dans Kampala. Donc, on a fait usage de Google Street View, donc c'est les images de Google. On a procédé avec un modèle de machine learning qui nous permet donc de classifier, par exemple, la qualité des infrastructures publiques. Comme vous le voyez ici sur ce graphique, on a essayé de classifier la qualité des infrastructures publiques dans l'environnement immédiat de chaque entreprise. Donc, on a construit un modèle avec du machine learning, etc., data science, pour vraiment extraire les images à partir de Google Street View, à partir de OpenStreetMap, et puis d'essayer de combiner pour créer un indicateur qui dit si oui ou non, voilà, il y a de bonnes infrastructures
sûr, surtout la qualité des routes dans l'environnement immédiat des entreprises qui opèrent à Kampala. Et ensuite, on a mergé cet indicateur sur la qualité des infrastructures publiques ou la qualité des routes avec la probabilité à ce qu'une entreprise, par exemple, paie pour toutes ses branches ou du moins pour ses succursales pour toutes les années données entre 2015 et 2022. Donc, sachant que cette entreprise, c'est une grosse entreprise qui se conforme à l'impôt sur les sociétés ou du moins à la fiscalité centrale. Et on regarde, par exemple, la probabilité à ce que cette entreprise également soit conforme pour toutes ses branches ou pour toutes ses succursales à la fiscalité locale. Donc, on a essayé de comprendre, est-ce que les entreprises, par exemple, qui sont conformes, ce sont également des entreprises qui sont situées dans des villages ou dans des quartiers où il y a, de très bonne qualité d'infrastructures publiques ou des routes de très, très bonne qualité. Alors, quand on a mergé cet indicateur d'infrastructure publique qu'on a construit à partir de ces images et à la conformité fiscale, donc on a trouvé que plus mauvaises sont les infrastructures, moins ces entreprises qui sont conformes à la fiscalité centrale, moins elles ont tendance à être conformes à la fiscalité locale. Et bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des résultats préliminaires, donc on essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver une entreprise à être conforme au-delà, bien sûr, peut-être qu'ils ont un peu plus peur de l'État central ou de l'administration fiscale centrale. Mais voilà, on essaie de regarder quels sont les aspects qui pourraient pousser une entreprise qui a des moyens et qui pourrait bien être conforme à la fiscalité locale et à la fiscalité centrale parce que ces entreprises paient l'impôt sur les sociétés. Donc, on essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer cette absence de conformité avec la mairie de Kampala. En résumé, on a pu trouver qu'il y a moins de 15% des entreprises qui sont dans les deux registres sur la période de 2015 à 2021. On a estimé jusqu'à présent que la perte de revenus pour la mairie de Kampala s'élève à près de 10 milliards de shillings ougandais, dont 1 milliard provenant d'entreprises qui sont conformes de façon traditionnelle et annuellement avec l'impôt sur les entreprises au niveau central. Donc, ça fait quand même une grande perte de revenus pour la mairie de Kampala, sachant que ces entreprises sont conformes avec la fiscalité centrale, mais malheureusement ne paient pas au niveau de la mairie de Kampala pour la patente pour leurs entreprises. On a trouvé également que plus de 65% des paiements au niveau local n'ont pas été versés à temps par ces grandes entreprises qui opèrent donc dans la ville de Kampala. Et finalement, jusqu'ici, on a trouvé une corrélation négative entre la mauvaise qualité des infrastructures et la conformité fiscale au niveau local. Alors, pour les prochaines étapes du projet, ça va être l'enquête de terrain pour mieux comprendre est-ce que les entreprises qui opèrent à Kampala ont vraiment une connaissance et une compréhension de la fiscalité pluriniveau, bien sûr, et ensuite de procéder à une expérimentation pour mieux comprendre est-ce qu'il existerait des mécanismes qui amélioreraient la fiscalité des deux côtés dans les deux registres, pour les années à venir. Et comme je l'ai dit, c'est un projet en collaboration avec la mairie de Kampala et l'administration fiscale locale. À travers ce projet, on essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait pour vraiment améliorer la conformité fiscale dans les deux registres, on va dire, des deux côtés. Voilà. Merci et puis j'attends vos questions et suggestions. Merci beaucoup, Rose. C'était très clair, c'était passionnant. On comprend que c'est un travail en cours, mais on a envie de savoir la suite et on a envie de voir si vous arrivez à mettre effectivement vraiment en évidence ce lien qu'il pourrait y avoir entre conformité, civisme fiscal finalement, et puis la qualité des politiques publiques, etc. Donc vraiment passionnant. Je suis sûre que on aura plein de questions. Il me semble que l'on en a déjà. Donc on en reparle à la fin. Merci beaucoup, Rose. Merci. Du coup, je vais passer sans plus tarder la parole à Wilson Richard, s'il vous plaît, pour nous parler. Peut-être que Rose, vous pouvez... Voilà, merci. Donc, Wilson, je ne sais pas, je crois que vous n'avez rien à partager. Si, oui, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, merci. OK. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et merci aux organisateurs pour le courage d'inviter un anglophone à parler en français. Je vais essayer d'être clair aussi en français.
Ma présentation est sur le sujet options et stratégies de réforme pour exploiter le potentiel de l'impôt foncier. Cette présentation, effectivement, fait une sommaire des idées et des approches qui est émergent de notre programme qui s'appelle l'Initiative pour les revenus des gouvernements locaux. Et je voudrais dire aussi qu'il y a plusieurs membres de notre équipe aussi dans le séminaire, Colette, Camille, Marie-Reine, Titi Lola et autres qui sont ici et qui ont contribué au travail que je vais présenter. Je vais discuter des thèmes assez larges au sujet de comment exploiter le potentiel de l'impôt foncier, mais bien sûr, j'attends aussi la discussion qui va suivre. Alors, pour commencer, on peut faire la demande. Pourquoi les impôts fonciers comme priorité pour les gouvernements locaux? Et comme a expliqué un peu Émilie, je pense qu'il y a très raison. Le premier est que l'impôt foncier est vraiment le pilier et le maillon manquant d'une décentralisation réussie. Car si on veut avoir une autonomie fiscale au niveau local, l'essentiel est l'impôt foncier, car il porte plus de revenus que les autres taxes qui sont disponibles. Deuxième, c'est que l'impôt foncier est économiquement neutre et relativement équitable. La grande part des taxes qu'on a au niveau local sont assez régressifs. L'impôt foncier est plus progressif et aussi neutre en termes économiques. Et troisième, l'impôt foncier, en principe au moins, c'est techniquement assez simple. La propriété est là-bas, c'est visible, il ne bouge pas, et aussi propice à l'établissement de liens clairs entre les revenus et les services. Mais malgré cette potentiel, nous savons que la collecte actuelle de l'impôt foncier est moins efficace que tout autre type d'impôt majeur dans les pays à faible revenu. Dans les pays plus riches de l'OECD, on voit un taux de collection à peu près 2% du PIB. Dans les pays à revenus plus bas, on voit un pourcentage du PIB peut-être 0,2%, c'est-à-dire à peu près 10% du niveau de collection qu'on voit dans les pays plus riches. Et ce n'est pas seulement que la collection est faible, c'est aussi que la taxe foncière qui doit être progressive, fréquemment en pratique, est très inéquitable. Car ce qu'on voit dans plusieurs pays est que l'évaluation de valeur des propriétés et surtout les propriétés de haute valeur sont beaucoup plus bas qu'il doit être. C'est-à-dire que celles plus riches avec les propriétés plus grands paient beaucoup moins qu'ils doivent payer. Là, tu peux voir deux photos du ville de Freetown avant une réforme récente et tu vois ces deux propriétés ont payé le même montant d'impôt foncier car l'évaluation de valeur du propriété n'était pas juste. Alors, nous avons ce problème d'une taxe qui a un fort potentiel, mais où la collection est très faible et où on a des très grandes inégalités. Alors, quels sont les principaux défis qui peuvent expliquer cette situation? Je vais mettre l'accent sur six choses. Je m'excuse. La première chose, c'est les registres de propriété très incomplets. De nombreux systèmes, surtout en Afrique, visent à enregistrer légalement dans le cadastre national les propriétés avant qu'elles ne puissent être taxées. Mais le processus de registrer légalement les propriétés dans le cadastre national est souvent long, coûteux, incomplète et difficile à mettre à jour avec du temps. C'est-à-dire que le résultat est que nous avons beaucoup de propriétés qui ne sont pas sur les registres pour la taxation et cela crée beaucoup d'inégalités dans le système. Deuxième chose, c'est les systèmes inefficaces d'évaluation des propriétés. La plupart des pays en Afrique s'appuient sur un de trois systèmes d'évaluation. Premier, une évaluation foncière par des experts techniques. Mais ce système est très coûteux et non transparent et comme résultat est aussi souvent très incomplète. Deuxième sont des systèmes zonaux, mais ces systèmes zonaux manquent de progressivité et faisant entrer beaucoup d'inégalités. Et troisième, des systèmes d'autodéclaration, mais ces systèmes sont souvent très incomplets. Et plus important, le gouvernement n'a pas une manière de contrôler et d'assurer que les autodéclarations sont vraies. En tout cas, nous avons les évaluations des propriétés qui sont trop basses, qui ne sont pas consistantes et qui surtout veulent dire que les propriétaires à haute valeur souvent ne paient pas ce qu'ils doivent faire.
ce qu'ils doivent payer. Troisième, nous avons un manque d'automisation. De nombreux systèmes sont encore manuels, ce qui rend la gestion des taxes foncières très difficile et limite les possibilités de contrôle et de transparence. Quatrième, comme a expliqué un peu Rose, nous avons une coopération inefficace entre les agences gouvernementales. L'impôt foncier demande une coopération entre plusieurs agences du gouvernement, mais quand ça ne fonctionne pas très bien, qui est fréquent, ça compromet l'efficacité d'administration. Cinquième, les liens faibles entre les recettes perçues et la prestation des services aux contribuables. Et cela limite la confiance du public et limite la conformité fiscale. Et finalement, nous voyons une résistance politique à la réforme des taxes foncières. Ça arrive de la part des administrateurs, des contribuables les plus importants et aussi des gouvernements centraux qui fréquemment ne veulent pas voir l'autonomie fiscale des gouvernements locaux. Alors, si on comprend assez bien quels sont les défis, la demande importante est quelles sont les priorités possibles pour la réforme. Et je vais parler premier en mode assez large et puis plus spécifique. Je pense qu'en général, ce qu'on trouve dans nos recherches est que la réforme dépend sur construire des systèmes adaptés aux infrastructures et aux environnements actuels dans les pays à faible revenu, y compris surtout des marchés immobiliers très opaques, une capacité administrative assez limitée et une faible confiance du public dans les systèmes. Cela veut dire pour nous trois principes clés pour la réforme. Le premier est la simplification des systèmes pour être certain que les systèmes administratifs peuvent être mis en place effectivement dans les contextes de données et de capacités limitées. Ça veut dire en pratique simplifier les processus d'identification et d'évaluation foncière et aussi se focaliser sur les systèmes d'informatique très simples. Le deuxième principe est équité et transparence, c'est-à-dire garantir à les contribuables la transparence afin que le système soit perçu comme traitant tous les contribuables de la même manière et afin de réduire les opportunités de corruption. La transparence des systèmes simples peut vraiment réduire cette corruption et alors apporter plus confiance avec les contribuables. Finalement, assurer des avantages publics et donner aux citoyens la possibilité de s'exprimer sur l'utilisation des recettes fiscales afin de renforcer la confiance du public et la conformité fiscale. Si on n'a pas cette confiance du public, poursuivre la réforme est très, très difficile. Alors, je pourrais illustrer un peu ce procès en pratique avec quelques exemples de stratégies de réforme que nous avons vues en pratique et qui ont eu des succès sur le terrain. Le premier est sur le sujet de l'identification de la propriété. Comme j'avais décrit, souvent dans les pays en Afrique et aussi dans les autres parties du monde, on voit que le gouvernement veut registrer légalement dans le cadastre national la propriété avant de le taxer. Mais nous avons des problèmes des registres qui ne sont pas complètes. Alors, ce que nous avons suggéré à nos partenaires est l'utilisation d'une cartographie basée sur le SIG, mais surtout qui est axée sur la propriété plutôt que sur la propriétaire. Comme ça, nous pouvons faire rapidement les cartes complètes et compréhensives de toutes les propriétés dans une administration. Et comme ça, nous pouvons accroître la confiance du public et réduire le coût et la complexité de la collecte des données. Un autre exemple est la simplification de l'évaluation foncière. De cette manière, on peut estimer les valeurs des propriétés suivant une formule simple basée sur les caractéristiques facilement observables de l'extérieur du propriété, surtout la location, la largeur et les caractéristiques comme les matériaux de construction et la qualité de construction. Comme ça, avec une formule simple, c'est facile de trouver les données et alors réduire les besoins et capacités et les coûts de la collecte de données. Et on peut aussi accroître la transparence et la confiance du public dans le système car il y a une formule simple et vérifiable pour toutes les propriétés.
Un troisième exemple sont des projets à créer des systèmes d'informatique simplifiés et adaptés à les objectifs des pays à faible revenu. Surtout, ce sont des systèmes qui sont faciles à utiliser par les administrateurs, qui sont flexibles, qui sont abordables et qui réduisent la dépendance vis-à-vis des fournisseurs des systèmes. Et finalement, au fond de tous ces processus, c'est instaurer la confiance avec le public. Et alors, nous avons fait des projets à, par exemple, mettre en œuvre des processus de budgétisation participative, une plus grande transparence des informations sur l'évaluation foncière ou des liens plus explicites entre les revenus et les services aux citoyens pour apporter cette confiance et soutenir le succès du réforme. Pour finir, je vais donner l'exemple du ville de Freetown en Sierra Leone, où en 2018, nous avons commencé un programme de travail avec le maire de Freetown pour mettre en place une réforme qui visait à simplifier et à optimiser le système de taxes foncières et à renforcer la confiance du public grâce à la budgétisation participative. Avec ce programme, nous avons essayé de mettre en place effectivement toutes les idées que j'ai déjà décrites qui est arrivé de notre recherche. Et ce que nous avons trouvé est un grand succès avec ces stratégies en pratique. Alors, au cours de 2 années, nous avons trouvé, premier, un doublement du nombre de propriétés qui ont été identifiées pour l'imposition de l'impôt foncier. Nous l'avons fait avec une carte simplifiée, comme je l'avais décrit avant. Deuxième, nous avons vu une forte amélioration de la progressivité dans l'évaluation foncière utilisant ce système simplifié avec une formule pour l'évaluation. Surtout, ce que nous avons vu est que la valeur assignée à la propriété à haute valeur a triplé parce que nous avons trouvé pour cette propriété qu'ils étaient beaucoup sous-évalués avant la réforme. Pour les propriétés de valeur plus bas, l'évaluation était la même chose ou encore plus bas après la réforme. Alors, un système beaucoup plus progressif. Troisième chose que nous avons trouvée est que le recouvrement des recettes a triplé au cours de la première année de la nouveau système. Alors, beaucoup plus de recettes, beaucoup plus progressif. Et ça arrivait immédiatement avec les réformes que nous avons faites avec le gouvernement là-bas. Et finalement, nous avons vu l'augmentation de la confiance du public envers le système. Et en particulier, parmi ceux qui ont rejoint le processus de budgétisation participative. Cette réforme-là est passée durant la pandémie. Nous avons augmenté 3 fois les factures du taxe foncière durant la pandémie, mais malgré ce fait, ça avait le soutien assez large de la population du ville de Freetown. C'est-à-dire que si on peut faire cette connexion entre les revenus et les services, nous avons vu que la population était assez contente avec les réformes. Alors, je vais arrêter ici. J'espère que ça donne une idée du travail que nous faisons et les idées à thème large sur la réforme du taxe foncière et j'attends les discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilson. Oui, c'était très clair, limpide. D'ailleurs, une question qui est revenue, c'est est-ce qu'on pourra avoir la présentation? Parce qu'effectivement, c'est très agréable de pouvoir bénéficier de votre expertise, de votre recul. On a très bien compris les messages, à la fois ce qui est important, pourquoi théoriquement ça devrait marcher et pourtant quels sont les blocages et les priorités. C'était vraiment très, très clair. Je vous remercie et le français était parfait. Merci beaucoup. Donc, on va désormais passer la parole, si vous le voulez bien, à Mathilde Cardinet pour la dernière présentation. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci. Alors, ce que je vais présenter rejoint très largement ce qu'a présenté Wilson. Moi, je vais m'attacher à une illustration. Donc, je vais vous présenter une illustration de la dynamique qui peut être générée à partir de la fiscalité locale par le niveau local en faveur de la décentralisation, en prenant le cas d'Haïti, où j'ai mené une mission d'expertise technique pendant 3 ans et demi avec Expertise France sur un programme financé par l'Union européenne, le State Building Contract 2, deuxième volet.
Alors, la décentralisation est inscrite dans la Constitution haïtienne de 1987. Donc, on a une partie de la Constitution qui est dédiée au cadre de fonctionnement des institutions locales avec 3 niveaux de collectivité, section communale, commune et département. Et on a à côté 4 décrets de 2006 qui viennent préciser tout le détail. On a des questions relatives au mode de nomination des représentants, les compétences, les ressources, l'organisation des services communaux, quelque chose qui est très détaillé. Donc, apparemment, sur le papier, l'administration locale en Haïti est très structurée. Sauf que il s'agit de textes. Dans la pratique, la décentralisation en Haïti est embryonnaire. Elle souffre d'un manque criant de moyens pécuniaires. Les services ne peuvent fonctionner, les agents sont absents et démotivés très souvent à raison des arriérés de salaire récurrents. Tout cela parce que l'État n'alloue pas les moyens nécessaires au bon fonctionnement des collectivités. Donc, les versements interviennent, mais de façon irrégulière et sont de faibles montants. Donc, dans ces conditions, les collectivités ne trouveront une source de moyens d'action que dans des recettes propres, à savoir les recettes fiscales. La fiscalité locale, limitée par contre au niveau communal, constitue en cela un moteur réel vers une décentralisation effective. Alors, même si en Haïti, l'État conserve la mainmise sur toute la structure de la fiscalité locale, puisque l'État fixe les normes, à la fois la définition de l'assiette et des taux, l'État a également le monopole de la perception, le pouvoir de recouvrement forcé. Mais même si l'État conserve la mainmise, le système haïtien, par ses lacunes mêmes, comme je vais vous le démontrer, laisse au niveau local une marge de manœuvre qui est considérable, dont il convient de se saisir. Donc, je propose de montrer en quoi la fiscalité locale constitue un véritable levier pour un fonctionnement des administrations communales et dans quelle mesure il est possible d'accompagner les initiatives dans le cadre d'un appui technique pour les consolider. Donc d'abord, la fiscalité locale comme levier de la décentralisation. En Haïti, ce levier va se situer à 2 niveaux, sur l'assiette et sur le recouvrement. Alors, s'agissant d'abord de l'assiette, une marge de manœuvre importante existe sur l'impôt foncier. Comme le présentait Wilson, en Haïti, l'impôt foncier, c'est la contribution foncière des propriétés bâties. Alors, en moyenne, c'est la 2e ressource fiscale pour les communes après la patente. Sauf que ce serait la première recette potentielle en milieu rural. Parce que la patente, finalement, au niveau rural, est moins importante. Alors, pourquoi je dis potentiel? Parce qu'il n'existe pas de cadastre en Haïti. La propriété immobilière n'y est pas répertoriée de façon exhaustive. De ce fait, le potentiel fiscal de cet impôt, de la CFPB, contribution foncière propriété bâtie, ne peut être exploité qu'à la condition préalable de procéder à des recensements du bâti. Alors l'État, lorsqu'on regarde les normes fiscales, est normalement chargé de mener ces recensements conjointement avec l'administration communale pour identifier les bases imposables. Mais cette mission ne constitue pas une priorité pour la Direction générale des impôts. Son effectif est d'ailleurs insuffisant pour mener à bien cette mission. C'est alors la commune directement intéressée qui va devoir mettre en place des opérations de recensement en déployant sur le terrain des équipes qui vont effectuer la collecte de données sur les propriétés. Donc, de cette façon, la commune pourra enrichir son rôle fiscal, son registre fiscal. Alors, il s'agit d'une opération qui est coûteuse sur le moment, mais c'est un investissement sur l'avenir qui est très rentable. En effet, selon un chiffrage effectué par mon ancien collègue et spécialiste de la mobilisation fiscale, Marc-Eddy Alexandre, le coût moyen de recensement d'une maison en Haïti serait de 261,30 gourdes, alors que le revenu moyen de cet impôt par bâti est de 2000 gourdes. En somme, si on fait le rapport, en dépensant 1, la commune pourrait gagner 7,6. C'est quand même relativement rentable. Alors, une fois qu'on a identifié la base imposable, la démarche conduit mécaniquement à des recettes plus importantes. Donc là, c'est bien l'action locale, par le service local qui va effectuer ces recensements, qui va permettre d'augmenter les recettes. Alors, je vous indiquais également qu'il y avait un levier sur le recouvrement. Alors, le recouvrement, il intervient au niveau de la Direction générale des impôts parce que c'est l'administration d'État qui perçoit. Sauf que en Haïti, il n'existe pas de garantie de recettes à l'attention des communes.
les communes n'ont pas du tout l'assurance de recevoir les recettes qui devraient normalement découler de l'assiette fiscale identifiée. Elles ne recevront que le produit de la collecte effective des droits qui sont payés par les contribuables. Donc la commune, elle ne récupère que les impôts qui ont été payés par les contribuables à la DGI. Donc il existe un enjeu important sur les travaux de mobilisation des contribuables à travers des opérations de communication, de pédagogie sur la bonne utilisation de l'argent public pour que les administrés payent spontanément, éventuellement après relance, l'impôt dû. Donc cette mission, elle va être également menée par le service communal de fiscalité et non par les agents de la DGI, simplement par manque d'effectifs et de temps. Donc la commune va mobiliser des agents pour aller sur le terrain, pour aller dresser des panneaux, payer vos impôts, va organiser également, comme disait Wilson, des budgets participatifs pour inciter les administrés à participer à la décision et pour qu'ils perçoivent que l'impôt payé, finalement, a une réelle utilité pour la collectivité. La DGI, elle n'intervient finalement que pour recevoir le produit fiscal, elle ne va pas participer à ces opérations de communication. Donc, c'est vraiment le service local qui va constituer un levier pour augmenter les recettes. Alors, l'appui technique, comment est-ce que l'expertise technique internationale peut-elle appuyer cet effort? Eh bien, en proposant de la structure à ces initiatives et en tentant de fluidifier les procédures. Donc, l'intervention peut se situer à deux niveaux, côté administration locale, mais aussi côté administration d'État. Alors, du côté local, l'appui va passer par du renforcement de capacité à travers la formation des agents pour qu'ils maîtrisent mieux leurs sujets, leurs attributions et pour qu'ils aient conscience surtout des enjeux, qu'ils soient en mesure d'intervenir sur le volet mobilisation des contribuables dans la phase recouvrement. Et pendant ma mission en Haïti, dans ce cadre-là, j'ai participé à l'organisation d'une formation qui était financée par le programme Urbaïti, également mis en œuvre par Expertise France, à l'attention des agents fiscaux de deux communes, Jérémy et l'Écaille, où on a travaillé sur les fondamentaux de la fiscalité, les impôts locaux haïtiens, les techniques de recensement, un peu de cartographie, pour que les agents véritablement maîtrisent leur sujet, pour qu'ils soient formés aussi à ces opérations de recensement du bâti, pour être mobilisables sur le terrain. L'appui, il peut aussi s'exprimer par du conseil auprès de la structure communale de fiscalité. Qui fait quoi, selon quelle procédure, comment sécuriser les données qui ont été collectées auprès des contribuables. Et ici, il convient de s'adapter véritablement aux besoins et à l'effectif de la structure. Une structure à l'autre, on n'aura pas le même personnel, donc on n'aura pas le même effectif en tout cas. Donc on n'aura pas les mêmes fonctions, les mêmes attributions par personne. On ne traitera pas forcément de la même manière. Donc on a une obligation de s'adapter à la taille du service et à ses besoins. Et j'ai participé à la commune d'Écaille à la création des fiches de poste, des fiches de procédure concernant la structuration du service communal de fiscalité. Donc ça, c'est l'appui qu'on pourrait apporter, qu'on peut apporter côté administration locale. Alors, côté administration d'État, même si il est constant qu'en Haïti, l'effort va surtout se situer au niveau de l'administration locale, comme levier pour avoir plus de recettes. Le système fiscal demeure entre les mains de l'administration d'État. C'est le centre de perception de la DGI qui dispose du monopole de la perception. Il perçoit les droits auprès des contribuables au vu des éléments de son propre rôle, de son propre registre. Il est impératif qu'il existe une collaboration entre la DGI, l'Inspection générale des impôts, et le service communal de fiscalité pour que la DGI dispose des informations du rôle qu'a élaboré la commune. Donc là, on en revient à cette même question qui a été abordée tout à l'heure sur les différents registres. Il faut que les informations soient recoupées. Et il y a un véritable problème de fiabilité des données qui se pose. Est-ce que l'adressage est correct? Est-ce que le numéro d'identification fiscale du contribuable est correct? Est-ce que la valeur locative retenue dans le registre de la DGI et dans le registre de l'administration communale est le même?
Et on a travaillé justement sur cette problématique, à essayer de mettre en place un échange d'informations entre les services, entre la DGI et le service communal de fiscalité, notamment à travers l'interconnexion entre le système d'information, puisqu'effectivement, on a des données beaucoup plus faciles à utiliser lorsqu'on est en version informatique. Et à ce jour, tout n'est pas informatisé. Ensuite, en bout de chaîne, il est important que les droits qui ont été collectés soient mis le plus rapidement possible à la disposition de la collectivité bénéficiaire. Or, le système peut être complexe et souffrir de niveaux de contrôle qui conditionnent la mise à disposition de ces fonds. Lorsque notre contribuable va payer auprès de la DGI, l'argent ne va pas aller tout de suite sur le compte de la commune, puisque l'argent est versé auprès d'un agent de l'État. Alors, j'ai spécifiquement travaillé sur ce dossier pendant toute ma mission. Alors, il s'agit d'un dossier sensible parce que il y avait des retards récurrents de reversement, parfois de plusieurs mois, dans les communes du département de l'Ouest, le département où se situe Port-au-Prince. Donc, ce dossier m'a obligée à faire un état des lieux de la chaîne de reversement, un diagnostic, des propositions, un accompagnement à la mise en œuvre des propositions et une évaluation. J'ai vraiment suivi ce dossier d'un bout à l'autre. Alors, le problème, c'est que le circuit de reversement fait intervenir plusieurs administrations en Haïti. On a d'abord le service local de la DGI qui perçoit les droits. Et ensuite, on a une information qui est faite par ce service local auprès de la DGI centrale, qui elle-même renvoie l'information au ministère des Finances, qui elle-même demande à la direction du Trésor de demander à la Banque de la République d'Haïti de payer la commune. Donc, on a l'argent qui est versé dans la caisse au niveau local du service de la DGI, mais c'est une information qui va faire un long cheminement pour que finalement l'argent arrive sur le compte de la commune. Alors, même si la chaîne est longue, il est apparu que c'était le service local de la DGI qui était en cause dans les retards de reversement, parce qu'il n'adressait pas à la DGI centrale son rapport de perception dans les délais réglementaires. J'ai donc conduit 2 actions en vue d'améliorer la situation. D'abord, la mise en place d'un outil de suivi au niveau de la DGI centrale pour s'assurer de la bonne réception des rapports de perception. Et à côté de cela, une action de sensibilisation à l'attention de tous les chefs de poste de perception qui étaient touchés par cette problématique. Alors, la dernière évaluation qui a été réalisée juste avant que je parte a permis de démontrer qu'une réduction de 12 jours en moyenne était, en tout cas, elle était visible entre l'avant-projet et la situation après ce travail. Donc, c'était une avancée qui était plutôt encourageante. Voilà ce que je pouvais vous présenter concernant la fiscalité locale en Haïti comme levier de la décentralisation. Je vous remercie. Merci Mathilde, c'était très clair et très agréable aussi de bénéficier de votre expertise de terrain et de cette illustration concrète sur le cas d'Haïti. Donc, merci beaucoup. Alors, on va passer à la partie des questions. On a reçu pas mal de questions pour chacun d'entre vous. J'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes. Alors pour le coup, elles sont assez spécifiques à chacune de vos présentations, donc peut-être commencer dans l'ordre par Rose, si vous le voulez bien, Rose. Alors les questions qui sont revenues, que j'ai un peu regroupées, c'est les questions qui nous animent tous, et je suis sûre que c'est aussi ce qui vous anime dans ce travail préliminaire, c'est la question de quelles sont les raisons identifiées. Est-ce que vous avez d'autres pistes, des réponses peut-être un peu préliminaires à apporter pour les raisons identifiées de la non-conformité des entreprises au niveau local? Alors, au-delà de la mauvaise qualité des dépenses publiques, est-ce que vous avez des indices ou au moins des pistes pour pouvoir tester si c'est un manque de contrôle local,
peut-être la mairie, me dit-on, enfin, dans le chat, la mairie est-elle vraiment juridiquement et techniquement outillée pour ce contrôle? Est-ce que ça vient d'un fardeau fiscal qui est trop lourd, de textes trop compliqués? Est-ce qu'il y a un type d'activité particulier ou un type d'entreprise particulière qui sont concernés par cette non-conformité? Voilà, il y a eu vraiment des questions autour des raisons qui peuvent expliquer ces résultats. On aimerait tous avoir les réponses. Rose. Oui, merci beaucoup, Émilie, et merci à l'audience pour la question. Donc, en matière de fardeau fiscal, on n'a pas pu déceler cela comme une raison parce qu'on a essayé de comprendre un petit peu, bien sûr, avec les moyennes. C'est quoi, par exemple, la moyenne du chiffre d'affaires, la moyenne de effective tax rate, c'est quoi le terme en français? La moyenne voilà, des caractéristiques de beaucoup de ces entreprises donc, qui sont conformes comparées à d'autres qui ne sont pas conformes à la fiscalité locale. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de grande différence quand on compare ces moyennes. Maintenant, est-ce que c'est parce que la mairie a moins de ressources? Ça peut être bien une raison parce que, bon, bien sûr, on n'a pas d'évidence empirique, mais on va dire que dans des discussions qu'on a eues avec la mairie de Kampala, c'est souvent pointé comme étant l'un des défis majeurs que la mairie n'a pas suffisamment de ressources, étant donné aussi que la mairie de Kampala non seulement est en charge de la patente, mais aussi collecte d'autres types de revenus comme local service tax. Et la mairie est également impliquée dans la collecte, en tout cas, la mairie est impliquée aussi un petit peu pour faire le lien avec Wilson et Mathilde pour ce qui concerne aussi l'impôt sur les propriétés bâties. Donc, ça fait beaucoup de tâches et pas suffisamment de ressources pour investir donc dans les questions de conformité fiscale. Dans des discussions qu'on a eues avec les deux parties, c'est-à-dire avec l'administration fiscale centrale et la mairie, il est souvent revenu que les entreprises, donc on va dire les sociétés qui sont conformes avec l'impôt sur les sociétés au niveau de l'administration fiscale centrale peuvent se dire, bon voilà, c'est pas la peine c'est toujours l'aspect de double taxation, non? C'est pas la peine de payer à la mairie parce que bon voilà, on a déjà payé au niveau de l'administration fiscale centrale. Et étant donné que ces entreprises aussi peuvent avoir, par exemple, jusqu'à 50 patentes. Alors la question, c'est pour ça que j'ai parlé de deux types de fusion. Une première fusion, donc, on a regardé, est-ce qu'une entreprise qui est au niveau du premier registre apparaît au moins pour une patente dans le deuxième registre, mais c'est aussi le fait qu'une entreprise peut avoir jusqu'à 50, 60 patentes, soit parce qu'il y a plusieurs branches, soit parce qu'il y a différentes activités commerciales qui nécessitent, par exemple, différentes patentes. Un exemple, on peut avoir un hôtel où il y a également des activités un table de jeu ou bien des activités de loto, je sais. Et pour ces deux-là, donc il faut deux patentes différentes parce que les fonctions sont différentes. Donc, probablement qu'il y a cette idée que les entreprises, on n'a pas encore d'évidence bien sûr, mais là c'est vraiment des anecdotes provenant de cette discussion. Probablement que les sociétés se disent, bon voilà, on a déjà payé, on a déjà rempli nos obligations avec l'administration fiscale et peut-être qu'il n'y a pas cette connaissance ou du moins cette priorité de satisfaire les deux registres ou de satisfaire les deux administrations fiscales. Donc, d'où la nécessité de faire des enquêtes, de mieux comprendre est-ce qu'ils ont vraiment cette connaissance, non? Est-ce qu'ils savent que, voilà, pour chaque patente, il faut procéder de telle façon? Et pour ça, on n'a pas encore d'évidence. Donc, on espère vraiment, à travers l'enquête qu'on aura à mener à la fin de cette année, arriver à une bien meilleure compréhension de ce qu'on observe jusqu'ici dans les données. J'espère que cela répond à la question. Oui, je pense que ça y répond en partie et vous apporterez sans doute des réponses plus précises. Au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Ouais, tout on à a fait. tous hâte, on suivra l'historique de ce travail de recherche. Merci beaucoup, Rose. Alors, il y a encore une fois pas mal de questions, donc je vais essayer de les répartir assez équitablement puisque l'horloge tourne. Wilson, les questions tournent beaucoup autour des solutions à trouver pour améliorer le fonctionnement de l'impôt foncier qui, comme vous l'avez très bien dit, est à la fois le pilier et le maillon manquant. Alors, une petite série de questions autour de cela. On vous demande, pourriez-vous détailler comment fonctionne la budgétisation participative
Est-ce que vous considérez faisable d'impliquer la société civile, par exemple, pour faire augmenter le recouvrement des taxes foncières? Je ne sais pas si j'enchaîne avec une troisième, toujours un peu autour de cela. Quelqu'un nous dit, l'autodéclaration ne serait-elle pas efficace si les administrations disposaient de moyens de contrôle efficaces? Parce que certes, la confiance est importante, mais ça n'exclut pas le contrôle. Voilà, autour de la budgétisation participative, de l'implication de la société civile dans le recouvrement des taxes foncières et de savoir s'il n'y a pas un manque de contrôle de la part des administrations dans le cas d'autodéclaration. Je ne sais pas si j'étais claire, Wilson. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Non, oui, c'est tout clair. J'espère que j'ai réussi à répondre. OK, des très bonnes questions. Sur le premier, sur le budget participatif, alors, le projet que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'était Freetown. Ça faisait partie de cette réforme que j'avais décrite rapidement. Ce que nous avons fait, c'était au commencement, le maire avait dit effectivement que 25% des recettes de l'impôt foncier sera mis d'à part pour le budget, le procès du budget participatif. Nous avons planifié au commencement de le faire dans je ne sais pas comment dire, un town hall meeting, une réunion dans les lieux du ville. Mais c'était durant la pandémie. Alors, enfin, celui-là que nous avons fait en Freetown, c'était en ligne. Nous avons invité une partie des contribuables dans chaque zone du ville à participer dans ces discussions. Dans ces discussions, ils ont commencé à discuter ce qui sont les priorités. Après cette discussion, nous avons passé un sommaire à les représentants du gouvernement. Les représentants ont retourné avec les options de services qu'on pouvait payer avec les recettes disponibles. Et puis, les participants ont voté pour choisir le service qu'ils voulaient prioriser dans leur zone du ville. Et ce que nous avons trouvé est que ce groupe qui a participé avait beaucoup plus confiance dans le gouvernement, plus soutien pour la réforme et tout ça. Alors, ça semble que c'est assez efficace pour apporter un peu de confiance publique. Obviamente, il y a un peu d'effort pour organiser ce processus. Et pour dire la vérité, maintenant, nous sommes en train de convaincre le gouvernement de le refaire encore. Il y a des élections maintenant en Sierra Leone, mais après les élections, on va essayer de les convaincre de le refaire, car nous avons ces évidences que ça fonctionne assez bien. Sur la société civile, ce que je dirais, je ne pense pas que la première chose que je ferais serait d'avoir la société civile à faire la collecte des impôts. Mais bien sûr, il y a un rôle de société civile dans ce processus. Je dirais surtout probablement deux choses. La première chose est que la société civile peut apporter les demandes pour les services, effectivement. Elles peuvent aussi contrôler si le gouvernement réussisse à apporter les services aux contribuables qu'ils ont, comment est-ce qu'on dit, promised. Comment est-ce qu'on dit promised? Qu'ils ont promis, oui. Qui ont promis, tout simplement. Oui. C'est ça, exactement. Alors, si tu peux imaginer, par exemple, le procès du budget participatif, c'est la société civile qui peut participer à organiser, à participer et être certain que le gouvernement apporte le service qui a été choisi. Nous pouvons aussi imaginer si le gouvernement dit qu'un pourcentage des revenus va être mis sur des services spécifiques dans les villes, les sociétés civiles peuvent être l'acteur pour contrôler que ça arrive en pratique. La deuxième chose est apporter aussi la pression sur le gouvernement pour assurer que le système est progressif. Nous savons qu'en dans plusieurs pays, le problème est que les propriétés plus riches ne paient pas, sont sous-évaluées. En principe, la société civile peut participer à faire les suggestions pour améliorer le système. Et je pense qu'aussi ça peut être un travail important au bénéfice des citoyens du ville.
Troisième chose, autodéclaration. Alors, c'est intéressant car dans les pays francophones, l'autodéclaration est assez fréquente. Dans les pays anglophones, plus ou moins, ça n'existe pas. En Inde, ça existe, mais dans les autres pays anglophones d'Afrique, ça n'existe pas. Je pense qu'en principe, ça peut fonctionner, comme la question a dit, que si tu as l'autodéclaration et le gouvernement peut faire le contrôle des données, oui, ça marche. Et en fait, ça peut être très efficace. Le problème dans tous les pays est que le gouvernement n'a pas une manière de contrôler les données qui sont déclarées. Et si tu n'as pas le contrôle des données, ça ne fonctionne pas. Effectivement, mon impression est que si le gouvernement veut faire un contrôle des données, ça veut dire qu'ils doivent avoir un système pour estimer la valeur de toutes les propriétés dans les villes. Et aussi, ils doivent avoir une carte complète du ville et un système d'adressage pour comprendre celles qui ont déclaré et celles qui n'ont pas déclaré. Alors, pour la réforme, c'est un peu la même chose. Les choses qu'ils doivent faire de base est, premier, faire une carte compréhensive de toutes les propriétés dans les villes, géolocalisées idéalement. Deuxième, avoir un système pour estimer la valeur des propriétés. À ce point-là, c'est la décision du gouvernement. On peut dire que ça va être autodéclaration et le gouvernement va contrôler, ou le gouvernement peut dire nous avons l'estimation du valeur et je t'apporte une facture. Mais l'important est le contrôle et c'est ça qui ne fonctionne pas très bien maintenant. J'espère que c'était clair. Émilie, tu peux me dire. C'était très clair. Merci beaucoup. Très clair. Vous avez répondu aux 3 questions. C'était parfait. Merci, merci beaucoup. Mathilde, nous avons aussi reçu des questions pour vous. Donc, encore une fois, je ne les donnerai pas toutes. Mais on a quelques questions un peu générales. Alors, je vous les donne. Ce sera bien d'avoir votre retour là-dessus. Quelle solution avez-vous proposé en Haïti pour réduire la chaîne d'encaissement des produits fiscaux et quelle a été votre plus grande réussite en tant qu'ETI dans le cadre de cette mission Haïti? Voilà, j'ai trouvé que les 2 questions allaient bien ensemble. Peut-être, Mathilde, si vous me permettez une troisième, un peu plus aussi, enfin, tout aussi générale. Compte tenu de l'instabilité politique dans le pays, voilà, pensez-vous que c'est un sujet qui est toujours une priorité en Haïti? Voilà, pour les questions pour Mathilde. Merci. Alors, pour répondre d'abord à la première question concernant la chaîne d'encaissement, initialement, le dossier que j'avais, c'était il y a des reversements en retard de plusieurs mois. Voilà, il fallait trouver des solutions, proposer des choses. Donc, j'ai fait un état des lieux et lors de cet état des lieux, je me suis rendu compte que la problématique ne concernait finalement que les communes du département de l'Ouest, donc le département où se situe Port-au-Prince. Donc, on a dans ce département, pour l'ensemble des communes, ce long circuit de reversement où c'est versé auprès du service de la DGI et on a une information qui remonte jusqu'au ministère des Finances pour descendre à la Banque de la République d'Haïti pour enfin aller sur le compte bancaire de la commune. Mais en dehors du département de l'Ouest, ça ne marche pas du tout comme ça, puisque c'est le service de la DGI qui perçoit la recette et qui va la mettre directement sur le compte bancaire de la commune. Moi, ce que j'ai préconisé, en fait, c'était 2 choses lorsque j'ai fait mon diagnostic et mes propositions, c'est mettre en place ce système-là, qui était finalement très simple, dans le département de l'Ouest, pour les communes du département de l'Ouest. C'est-à-dire, le service de la DGI perçoit, il répartit entre les communes, entre les recettes qui reviennent à l'État et celles qui reviennent aux collectivités, et le comptable, le percepteur, dépose directement ces sommes sur le compte bancaire des communes. Sauf que lorsque j'ai présenté cette proposition, on m'a expliqué que ce n'était pas possible parce que on était face à des masses financières qui étaient vraiment très importantes parce que Port-au-Prince, c'est la zone métropolitaine avec là où on a le plus de richesse, là où il y a le transit fiscal le plus important, et il n'était pas possible sans contrôle de permettre aux percepteurs de verser directement l'argent sur le compte bancaire de la commune. Il fallait nécessairement passer par des contrôles. Mais c'est effectivement ce que j'avais proposé initialement.
Comme ça n'a pas été accepté, j'ai proposé une solution alternative qui était celle d'un suivi beaucoup plus poussé de la bonne réception des rapports de perception en faisant des rappels systématiques lorsque le service de perception n'envoyait pas son rapport. Donc, il y a eu la proposition, mais ça n'a pas reçu de mise en œuvre. C'était vraiment une question de principe. Il fallait maintenir un contrôle. Concernant la plus grande réussite, alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de réussite parce que il y a beaucoup de choses qui ont été entamées. Je n'ai pas forcément de recul à ce jour des suites qui ont été données, parce que moi, je suis rentrée l'année dernière, donc c'était quand même assez frais. En tout cas, cette question du circuit de reversement des recettes avec la mise en place du suivi des rapports de perception, je l'ai vu et j'ai le sentiment d'avoir vraiment apporté quelque chose et que ça ait produit des effets. Même si, lorsque j'ai fait mon évaluation, on n'en était qu'à 12 jours en moyenne de gains sur la durée, je pense que ce serait ma plus grande réussite, si on peut le dire ainsi. Enfin, concernant l'instabilité et les priorités, je pense qu'il est impératif de continuer à travailler sur le terrain avec les collectivités parce que alors lorsqu'on vit en Haïti, donc moi j'ai passé un peu plus de 3 ans et demi, l'insécurité réellement elle est surtout dans la zone métropolitaine. Quand on part en province, on est dans un autre monde où c'est beaucoup plus calme. Et il ne faut pas laisser de côté la question de la décentralisation. Il faut que ça avance, il faut que les communes puissent avoir des moyens de mettre en œuvre des services, parce qu'il y a une attente de la population. Et c'est justement là qu'est le problème, c'est que comme les communes n'ont pas assez d'argent, elles mettent peu de services en place, donc les contribuables ne veulent pas payer pour des services qui n'existent pas. Et c'est finalement un cercle un peu vicieux. Donc, il faut essayer de continuer à travailler sur la fiscalité locale. Très bien, on est d'accord. Merci beaucoup, Mathilde. Peut-être que ce que je peux vous proposer, on a quelques mains levées. On peut peut-être donner la parole à un ou deux spectateurs qui a levé la main. Monsieur Emmanuel Sonnon. On peut, voilà, je vous donne l'autorisation de prendre la parole, je pense. Merci. Je voudrais d'abord remercier les panélistes, en particulier M. Wilson, qui se passe pour un anglophone, mais qui parle un très beau français, limpide. Donc, je remercie pour sa présentation et surtout pour les propositions qu'il nous a faites dans le sens d'une réforme de la fiscalité foncière, puisque tous les enjeux de cette fiscalité ont été passés en revue, à savoir l'identification, la simplification des procédures, la bonne gouvernance locale pour montrer aux contribuables ce qui se fait de leur argent. Il a tout abordé. Je voudrais juste apporter une petite contribution là sur les relations entre les communes et l'administration centrale pour ce qui concerne notre expérience au Bénin. C'est que au niveau du Bénin, c'est l'administration fiscale qui travaille et qui recouvre pour le compte des mairies, comme tous les pays de l'UEMOA, tous les pays de l'UEMOA d'ailleurs, les impôts locaux, c'est-à-dire qui alimentent les collectivités territoriales. Il y en a qui sont reversés directement à leur caisse. Il y en a qui font l'objet de transferts par la suite. Et il y en a également qui sont partagés entre 50% entre la commune et 50% entre l'État. Ce que nous avons fait pour conforter nos relations avec les communes et pour les associer pleinement à la mobilisation des ressources, c'est la convention de partenariat que l'administration fiscale est fondée légalement à signer chaque année avec les communes sur les actions de mobilisation de ressources dans lesquelles nous associons intimement les services de la gestion de la cartographie de la ville. C'est ce que nous faisons au Bénin. C'est-à-dire que la convention de partenariat est devenue légale, c'est prévu par les textes en la matière et nous avons l'obligation au niveau de l'administration fiscale de signer chaque année une convention de partenariat avec les communes dans le cadre de la mobilisation des ressources
que nous faisons pour leur compte. Bien entendu que dans l'UEMOA, le choix que nous avons fait, c'est l'autonomie relative, la compétence relative des communes à manipuler l'impôt. Parce que tout ce qui est du domaine de la loi, c'est l'administration fiscale qui le gère au niveau des impôts. Ce qui est concédé aux communes, c'est que les conseils municipaux sont amenés parfois à statuer sur des taux qui sont déjà préalablement prévus par la loi au plancher et au plafond, ou bien à mettre en route l'opérationnalisation de certaines taxes qui sont créées déjà légalement au bachelor. Donc, c'est l'administration fiscale au fait qui fait le travail, mais nous le faisons de manière concertée avec les communes. Et nous nous associons pleinement à eux pour faire ce travail-là dans le cadre d'un accord de partenariat qui est suivi et dont le bilan de protocole est réalisé tous les ans, en fin d'année. Voilà. La deuxième partie de mon intervention concerne quelque chose sur la multiplicité des patentes pour les entreprises en Ouganda et qui a un impact sur l'efficacité du rendement de la patente. J'ai trouvé que la solution, c'est une contribution personnelle. La solution à ce problème, pour moi, n'est pas dans la fusion du fichier forcément. La fusion du fichier ne peut pas porter de solution à 100% à ce problème. Il suffit de revoir, dans le cadre d'une réforme, par exemple, le fait générateur de la patente. C'est-à-dire que la patente, c'est déjà une tâche professionnelle. Le fait d'exercer, de faire l'exercice d'une profession commerciale, la patente est déjà due par le fait de se mettre dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle et autres. Mais en plus de ça, il fallait revoir le fait générateur en se fondant sur le chiffre d'affaires, le niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise et sa zone d'implantation. Lorsqu'on met ces deux éléments ensemble, je crois qu'une entreprise ne peut plus être amenée à payer une multiplicité de patentes parce qu'il paierait une patente seulement en fonction de son niveau du chiffre d'affaires. Donc, c'est juste une proposition parce que j'ai senti que dans l'étude qui a été réalisée, ça a été une problématique qui a été abordée et qui n'augure pas de bonnes perspectives pour le rendement de la patente. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Sonon. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir, Rose peut-être, ou Wilson ou pas? Oui, je peux réagir par rapport à ce que monsieur a dit concernant voilà, le conseil pour la réforme. Je dois dire que voilà, il y a dans la base de données, dans la base qui a été fusionnée, on a plus de 80% des entreprises à n'avoir qu'une seule patente. C'est vraiment un tout petit groupe d'entreprises qui a, on va dire, entre 2 et 5 ou plus de 5 patentes. Donc, ça veut dire que dans l'échantillon qu'on a considéré, même ces grosses entreprises, on va dire, qui n'ont qu'une seule patente, ces entreprises également ne paient pas, ou du moins ne renouent pas cette patente annuellement, comme on a pu le démontrer justement dans les slides. Donc vraiment, il y a le problème de la multiplicité des patentes, mais on remarque aussi qu'il y a des entreprises qui ont, on va dire, moins de 5 patentes, parce que 5, c'est quand même pas beaucoup, sachant que voilà, on peut avoir un hôtel et avoir d'autres activités commerciales dans l'hôtel, etc. Et même ces grosses entreprises qui ont des chiffres d'affaires vraiment exorbitants pour le standard de Kampala, on n'a pas vraiment, voilà, on a pu remarquer qu'il y a de ces entreprises aussi qui ne renouent pas la patente annuellement. Donc voilà, d'où le grand point d'interrogation et on essaie vraiment de creuser pour mieux comprendre pourquoi c'est le cas, parce que voilà, le paiement de la patente, c'est quand même un frais assez très, très peu en matière de pourcentage de ce frais pour la patente dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est vraiment insignifiant, non? Donc, d'où la question, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas et quelles en sont les raisons? Merci beaucoup, Rose. Wilson, vous vouliez prendre la parole? Je vous la donne. Oui, merci. Je vais être bref, seulement pour dire, M. Sonon, que deux choses. Première chose, que je pense que c'est une question de partenariat entre les autorités centrales et locales. C'est très, très important quand nous pensons de l'impôt foncière et aussi les autres taxes, mais surtout pour l'impôt foncière. Si nous n'avons pas une collaboration qui fonctionne bien, c'est vraiment impossible de faire la collection effectivement. Et le cas de Bénin, je le connais un peu, ces conventions de partenariat. Je pense qu'en fait, Émilie a travaillé un peu sur ce sujet. Et
nous sommes en train de publier en fait un papier sur ce sujet. Et je pense que c'est très intéressant comme exemple de comment organiser cette collaboration. Je pense que tu connais aussi ma collègue Colette Nyarkamana qui est dans le séminaire et elle aussi est très intéressée à comprendre mieux comment est-ce qu'on peut organiser ce type de partenariat entre les autorités centrales et locales. Et alors, j'espère que nous pouvons continuer avec les discussions, effectivement. Je laisse comme ça. Merci. Merci beaucoup, Wilson. On va peut-être passer la parole à un nouveau spectateur. Bien évidemment, on ne peut pas tous vous passer la parole. Monsieur Traoré, je vous ai normalement donné la possibilité de prendre la main. Voilà, je ne sais pas si ça fonctionne. Sinon, Fabienne, peut-être tu peux... J'essaye. Je ne sais pas s'il est encore là, en fait. Ah, d'accord. Pourtant, c'était une main qui s'est levée. Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez prendre la parole, Monsieur Traoré? Non, je crois qu'il est parti, en fait. D'accord. Donc, on va donner peut-être la parole au suivant qui apparaît. Donc, peut-être Jean-Marie Bolica. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, il nous reste très peu de temps puisque le webinaire se termine à 17h. Donc, si vous voulez bien préparer une intervention pas trop longue, mais je vous donne la parole. Merci. Je vais Marc-Eddy Alexandre. Je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On vous entend. J'ai deux questions. Ma première question, c'est que dans certains pays, on constate que le paiement de la patente jouit d'un taux de conformité volontaire assez élevé par rapport à d'autres impôts fonciers. D'habitude, les entreprises sont très intéressées à payer la patente parce que cette patente leur permet d'accomplir plusieurs activités économiques, et comme importer, comme faire des choses comme ça. Donc, elles sont beaucoup plus intéressées à payer la patente que la CFPB, par exemple. Je me demande, dans le pays où cette étude a été menée, quel est le taux de subordination de la patente à des services publics? Je crois que c'était en Ouganda. Quel est le taux de subordination? Qu'est-ce que la patente permet de faire comme activité économique après pour l'entrepreneur qui accepte de payer, pour que cette entreprise-là décide de payer volontairement cette patente? Et j'ai une autre question, c'est par rapport au budget participatif. Et je me demande si c'était un vrai budget participatif comme cela a été initié au Brésil. On sait que le budget participatif, c'est quelque chose qui permet de conférer ou bien de transférer l'exécution d'une partie du budget de la mairie à des associations de la société civile. Ce n'est pas seulement un budget qui a été élaboré participativement, c'est-à-dire avec la participation de X communautés ou de X personnes de la société civile. C'est un budget qui va aussi être exécuté par des personnes de la société civile. Donc, d'habitude, les mairies n'acceptent pas de partager l'exécution de leurs fonds avec d'autres entreprises, d'autres associations de la société civile. Donc, on a essayé de faire ça au CAI et je crois que ça n'a pas reçu un bon accueil de la part de la mairie. Donc, il n'y a pas encore de municipalité en Haïti qui accepte de faire qui accepte d'ouvrir et qui accepte d'être assez démocratique pour permettre à des institutions autres que la mairie d'exécuter ces fonds-là. Donc, dans le cas qui a été cité par M. Pritchard, est-ce que c'était un budget participatif avec une partie des dépenses conférées à d'autres associations ou bien c'est un budget qui a été élaboré participativement? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Wilson, Rose, vous voulez prendre la parole? Moi, je peux... moi, je peux répondre rapidement car la question est très claire. Alors, Freetown, comme tu avais dit, le terme budget participatif est utilisé dans des modes un peu flexibles, disons.
et ça peut dire des choses un peu diverses. Dans le cas de Freetown, c'était un budget, comme tu l'avais dit, élaboré participativement. Alors, le gouvernement a dit qu'il y a un montant d'argent à distribuer sur les services et les citoyens du zone du ville ont voté pour choisir quel service sera rendu. Mais c'était le gouvernement qui a apporté le service. Ce n'est pas la société civile qui a mis sur place le service choisi. J'espère que c'est clair. Rose. Merci beaucoup, Wilson. Oui, merci Marc-Eddy pour la question. Alors, dans le cas de Kampala, on a pu lire le document légal donc, qui prescrit la patente aux entreprises qui fonctionnent à Kampala. Nous n'avons pas d'informations additionnelles sur voilà, à quoi est-ce que ça sert. Est-ce que, par exemple, s'il faut exporter les biens ou bien les produits de son entreprise vers l'Allemagne ou bien vers l'Europe, est-ce qu'il faut nécessairement la patente? Nous n'avons pas cette information-là. Mais nous avons le document légal donc, qui prescrit que voilà, pour toute entreprise ou pour toute personne désirant de faire des affaires dans la ville de Kampala, cette personne ou bien cette entreprise doit forcément avoir une patente. Mais voilà, l'extension, à quoi est-ce que ça sert pour que ça pourrait inciter la personne ou le chef d'entreprise à payer la patente pour ça. Mais c'est une excellente question, donc on va forcément se renseigner pour savoir est-ce que par exemple dans le commerce international ou bien dans d'autres secteurs, est-ce que c'est c'est un numéro ou bien est-ce que c'est un document nécessaire pour pouvoir faire des affaires. Donc, on n'a pas cette information pour l'instant. Mais merci pour la question, ça donne des idées pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose. Merci à tous. On a un petit peu dépassé, mais on est quand même globalement dans les temps, le temps qu'on avait pour ce webinaire. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Et donc, il me reste à remercier très chaleureusement l'ensemble des panélistes pour la très grande qualité de leurs interventions et également remercier les spectateurs pour la qualité de leurs questions et des échanges. Voilà. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.